bien, lorsqu'on est... Donc, on remontait le but. Vous avez un bloc qui tombe, ça, son boulot. Ça va être... On va appliquer mon moyen. Ça va être donc le DVD, ce qu'on appelle l'alignage. Donc, à partir d'un outil qu'on appelle un fondant, et là je mets cette masse qu'on appelle un but moyen, je vais commencer à débiter. Alors je vais me mettre, j'ai vu 4 plaques, et ben je vais pas faire à la première plaque, je vais faire à la deuxième, c'est-à-dire je vais le faire en deux. Je vais mettre mon fondant ici. Je vais taper pour juste à ce qu'il soit enferré, qu'il tienne tout seul. Et une fois qu'il est tout seul, et là, je vais taper. 2-3 grands coups, j'arrête. Et là, je vais entendre travailler. On dit qu'elle chante. Et là, je vais regarder, ben, lorsque celui-là est bloqué, j'en prends l'autre, bien sûr. Et je vais regarder jusqu'où la lumière elle a arrêté. Elle s'est arrêtée par là. Je vais mettre mon fondant ici. Et là, je vais taper 2 coups. J'ai oublié une chose. Maintenant que je travaille sur les godasses, mettre les godasses du dimanche. Première godasse de sécurité qui ont été inventées. Et quand vous avez ça au pied, vous ne bougez pas beaucoup. Ça va, comme ils buvaient un peu, ça leur permettait de rester un peu. Voilà. Vous pouvez prendre de la gîte. Alors, ce sabot-là, ils sont bien caractéristiques. Vous avez vu, ils sont carrés. Pourquoi? Parce qu'ils servent de carré. Vous allez voir tout à l'heure, je vais m'en servir comme presse. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont des sabots. Bon. Et vas-y, Coco. J'ai mal à la jambe. Bon, allez. Non, c'est des pauvres. Oui, parce que... Je peux faire si tu veux, une simulation. C'est très féminin. Je peux faire une simulation. La terre et tout ça. Et quand ils ont vu qu'on pouvait faire, jusqu'à la fin, on les Commissariat. Éclairée malheureuse. Bah oui. Ici, les écoliers avec des bâtons de craie trouveraient de quoi faire nombre de mystérieux problèmes ou pourraient disserter sur les beautés de la grammaire et les difficultés de la langue française. Car tout, oui, tout est en ardoise, depuis les murs jusqu'au toit. À Trélazé, dans le Maine-et-Loire, c'est l'importante spécialité, l'ardoise. Cet ardoisier travaille de façon artisanale. Il fend le bloc et les plaques grises et lisses seront employées en construction, singulièrement en couverture. Littéralement, on vit ici dans l'ardoise. Les déchets nombreux seront utilisés, mais là aussi de plus en plus on passe de l'habileté artisanale à la production organisée, industrialisée pour tout dire. Et si l'usine est importante, la mine ne l'est pas moins. Elle offre de belles images classiques et nous vous invitons maintenant à une visite de cette mine. Ce voyage, nous allons l'entreprendre en compagnie de M. Tesson, qui est ingénieur en chef des ardoisières d'Angers, et de M. Barthélemy, directeur de la carrière des Freinés, qui est une des plus modernes et des mieux équipées. Et d'abord, messieurs, je crois qu'il faut rappeler qu'autrefois, on extrayait l'ardoise à ciel ouvert. C'est exact, mais depuis le milieu du siècle dernier, on exploite l'ardoise en carrière souterraine en remontant. Pour atteindre la veine, on commence par creuser un puits, on creuse des collectrices et des plans inclinés, et dans la veine, on ouvre des chambres dans les zones qui sont exploitables. Et ces veines, on l'exploite en remontant par banc de 2,50 m de haut, en laissant les déchets sous ses pieds. Alors nous sommes au fond, comment exploite-t-on ces chambres, comment en extrait-on l'ardoise? Et le premier problème consiste à abattre une bordée en faisant une rangée de mines horizontales, dans un plan horizontal, et que l'on charge à la poudre noire. On abat ainsi un parallélépipède de pierre de 2,50 m de hauteur sur 1,50 m de profondeur environ. Et on a des blocs d'ardoise qui sont très gros, qui pèsent de quel Ils ordre? peuvent atteindre 50 tonnes
et que l'on débite pour les ramener au poids que l'on peut remonter avec nos machines d'extraction de l'ordre de 100 tonnes. C'est cela. De la chambre, ils sont acheminés par un décoville jusqu'à la recette du fond. C'est ça, où ils sont encagés dans la cage pour être remontés au jour. Remontés au jour, où ils sont acheminés vers les ateliers de fabrication. Et je crois que c'est M. Barthélemy qui va nous parler maintenant de la fabrication. Oui, les blocs qui remontent du fond sont acheminés effectivement sur les ateliers de fabrication. D'abord dans un atelier de débitage. Dans cet atelier de débitage, la pierre et les blocs sont refendus à une épaisseur d'environ 10 cm, avec des surfaces qui restent encore irrégulières. Ces blocs passent dans une première scie qui est équipée de meules diamantées et qui donne des bandes d'environ 30 à 40 cm de largeur. Elle passe ensuite dans une deuxième scie qui donne des blocs appelés repartants qui commencent déjà à ressembler un peu aux dimensions des ardoises. Ces repartants sont acheminés par des palettes auprès des fendeurs. Les palettes, ce sont des petits chariots. Des petits chariots qui circulent sur des galets, sur des rouleaux. Elles sont acheminées jusqu'aux fendeurs qui refendent l'ardoise. Et alors je vous arrête, jusqu'à il y a quelques années encore, les fendeurs travaillaient sur des buttes, ce qu'on appelait les fendeurs sur butte, dans des petites cabanes. Oui, dans des petites cabanes. Et est-ce qu'il y en a encore? Oh, il y en a encore quelques-uns. Nous en avons au Freinet encore 18, mais ce sont les derniers, je pense que ce sont les derniers sur Trélazé et à la Société aussi. C'était un travail vraiment artisanal. Vous avez maintenant des machines. On a mécanisé les manutentions au maximum et on a laissé à l'ouvrier le travail de fente qui est le travail le plus délicat. Qui demande beaucoup de dextérité. Énormément de dextérité. Beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse dans les bras et dans les poignets aussi. Énormément de souplesse dans les poignets. Après quoi, le fendeur taille les ardoises, les rondit, comme on dit. Il les retaille aux dimensions du catalogue. Et rondit, ça veut dire rendre rectangulaire, aussi étrange que cela puisse rendre rectangulaire, oui. Et ça consiste à les ramener aux dimensions des catalogues. Après quoi, il ne reste plus qu'à les charger. Et elles sont terminées pour le coup. Monsieur le Président des Ardoisières d'Angers, l'ardoise est un matériau très anciennement employé pour la couverture, mais elle trouve également un regain d'intérêt avec des formes d'architecture nouvelles. Et c'est exact. Et il est bon que les téléspectateurs sachent ce que deviennent les centaines de millions d'ardoises qu'ils ont vues ce matin taillées. Elles couvrent les toits de France, principalement ceux de Bretagne et de Normandie, également pour une bonne part ceux de la vallée de la Loire, et il en va beaucoup aussi à l'étranger. Et non seulement les toits sont les toits traditionnels que l'on a beaucoup connus, toits à deux pentes, mais de plus en plus on voit des formes nouvelles d'architecture tout à fait à l'avant-garde. Il a été dit que le toit est un décor qui fait partie du ciel, mais l'ardoise avec les reflets de rutile, oxyde de titane, ces reflets de rutile qui la font briller au soleil comme briller à la pluie, l'ardoise est non seulement le décor dans le ciel, mais c'est également son reflet. La main de l'ouvrier qui fend le reparton pour en tirer des ardoises utilise la fissibilité de la pierre. Mais la main du sculpteur, par contre, doit se méfier de cette propriété. C'est bien cela, Maurice Pouzet? Exactement. Ce qui est un avantage pour la fabrication des ardoises de couverture est un gros inconvénient pour la sculpture. Et évidemment, il faut éviter que par une maladresse quelconque, on fasse sauter une partie comme celle-ci, par exemple, voyez-vous. Autrement dit, pour le sculpteur, l'ardoise est une pierre difficile. Non, mais il faut savoir la prendre. Et en tirer des effets intéressants. Et en tirer des effets intéressants. De par sa structure même, elle présente en surface un gris assez soutenu qui fait contraste avec le gris clair provoqué par les tailles en biseau ou par les fonches enlevées. Et puis elle fait des facettes qui accrochent la lumière. Exactement, d'ailleurs c'est la propriété de l'ardoise justement de faciliter ce jeu de lumière sur les facettes, les coups de lumière, les zones d'ombre. Et vous voyez que ces pierres sont travaillées uniquement avec des plans rectilignes. Comment êtes-vous venu à l'ardoise? J'ai une formation de graveur, évidemment, et
en tant qu'angevin, il était naturel que je m'intéresse à cette pierre. J'ai commencé d'ailleurs par la travailler avec des burins, c'est-à-dire en faisant sur la surface une fine rayure, une petite tranchée si vous voulez. Et puis petit à petit, j'en suis venu à la travailler plus en sculpteur qu'en graveur et à lui faire dire beaucoup plus de choses par le volume. Mais il y a des limites à ce travail en volume. Oui, bien sûr. Ce que vous voyez ici représente le maximum de ce qu'on puisse tirer raisonnablement pour éviter les accidents. Peut-on faire de très grandes pièces? La moyenne, ce sont des pièces d'1 mètre carré, si vous voulez. On peut évidemment faire de très grands panneaux en juxtaposant plusieurs pièces. Alors voulez-vous nous dire ce que vous faites là en ce moment? Je sculpte 12 panneaux qui représentent les signes du zodiaque. Et ces 12 panneaux sont destinés à orner un bassin au stand de la ville d'Angers au Floralie de Paris à la fin du mois.